À l'hiver 1873, la communauté allemande immigrée de Milwaukee, dans le Wisconsin, murmurait le nom d'une fillette de 11 ans sur un ton craintif et feutré. Emma Richter, pâle et silencieuse, possédait des capacités troublantes. Elle pouvait calculer en quelques secondes le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date de l'histoire humaine, mémoriser des conversations entières, mot pour mot, après les avoir entendues une seule fois, et réciter le nombre exact de pas séparant deux bâtiments quelconques de son quartier. Ce que la science moderne reconnaîtrait comme une condition neurologique extraordinaire était perçu par les habitants de 1873 soit comme une bénédiction divine, soit comme quelque chose de bien plus sinistre. Mais lorsqu'Emma commença à utiliser ses capacités remarquables pour révéler des secrets enfouis, prédire des accidents mortels et réciter des détails intimes de crimes que, supposément, aucune personne vivante n'avait pu observer, l'émerveillement de la communauté se transforma en terreur. Au printemps, 3 hommes seraient morts. Une famille fuirait dans la nuit, et Emma Richter elle-même disparaîtrait sans laisser de traces, ne laissant derrière elle qu'un journal en cuir, rempli de chiffres que personne n'osa jamais déchiffrer. Avant de poursuivre cette histoire glaçante d'Emma Richter et des sombres secrets que son esprit extraordinaire révéla dans le quartier allemand de Milwaukee, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous vous proposons chaque semaine les mystères historiques les plus hantants. Et dites-nous en commentaire depuis quel état ou quelle ville vous nous écoutez. Ces histoires se sont déroulées dans des communautés semblables à la vôtre, bien plus proches de chez vous que vous ne le pensez. Ce que les habitants de Brewery Town ne comprenaient pas, c'est que le don d'Emma allait exposer un réseau de mensonges, de trahisons et de meurtres soigneusement dissimulés depuis près de 10 ans, et que sa précision mathématique deviendrait le cauchemar le plus terrifiant de leur communauté. Le quartier allemand de Milwaukee en 1873 était une enclave animée de brasseries en briques rouges, de modestes maisons en bois et du bruit constant de voix allemandes se mêlant à l'anglais dans l'air vif du Wisconsin. La communauté, forte de près de 8000 immigrants allemands, avait bâti sa propre petite Bavière le long des rives du lac Michigan, avec ses jardins à bière, ses boulangeries traditionnelles et les rythmes familiers de la vie de l'ancien monde, transplantés sur le sol américain. Les hommes travaillaient dans les brasseries, Schlitz, Best, et des dizaines de plus petites exploitations qui rendirent Milwaukee célèbre, tandis que leurs épouses entretenaient des jardins produisant les mêmes légumes que leur grand-mère cultivait autrefois en Rhénanie. Heinrich et Greta Richter étaient arrivés de Bavière en 1861 avec des rêves de prospérité, et leur fille, encore bébé, Emma. Heinrich trouva un emploi stable comme maître brasseur à la brasserie Kellner, une entreprise de taille moyenne qui fournissait de la bière à la population croissante et assoiffée de la ville. Greta complétait les revenus en faisant de la lessive et des travaux de couture, ses doigts agiles travaillant à la lueur des bougies, longtemps après qu'Emma eût été couchée dans leur petite maison propre et ordonnée de Galena Street. Les Richter étaient ordinaires à tous points de vue, à l'exception de leur fille. Emma était née durant la rude traversée de l'Atlantique, avec 3 semaines d'avance, si petite que le médecin du navire doutait qu'elle survive au voyage. Mais elle survécut, bien qu'elle restât frêle et pâle, avec d'immenses yeux gris qui semblaient absorber tout ce qui l'entourait avec une intensité troublante. En bas âge, elle pleurait rarement et ne réclamait presque jamais d'attention, se contentant de rester assise tranquillement dans un coin, observant et écoutant le monde adulte se dérouler autour d'elle. À l'âge de 4 ans, ses parents commencèrent à remarquer quelque chose d'inhabituel. Elle pouvait réciter des conversations entières qu'elle avait entendues des jours auparavant, reproduisant avec précision les inflexions et les accents des interlocuteurs. Elle comptait tout, le nombre de points dans la broderie de sa mère, les pas séparant leur porte d'entrée de la boulangerie, le temps exact entre les coups de sifflet de la brasserie marquant le début et la fin de chaque journée de travail. Lorsque Heinrich lui enseigna les bases de l'arithmétique, elle assimila les concepts mathématiques à une vitesse effrayante, résolvant mentalement des problèmes plus rapidement qu'il ne pouvait les poser sur papier. La communauté allemande observa d'abord les capacités d'Emma avec un mélange de fierté et de malaise. La vieille Madame Brennan, qui prétendait se souvenir des procès de sorcellerie à travers les récits de sa grand-mère, faisait le signe de croix chaque fois que les yeux gris et calculateurs d'Emma se posaient sur elle. Mais le père Kohler, le robuste prêtre bavarois de la petite paroisse catholique, déclara que les dons d'Emma étaient une bénédiction de Dieu,
une enfant choisie pour démontrer la sagesse divine dans leur nouvelle communauté du Nouveau Monde. L'hiver 1872 avait été particulièrement rude, avec des températures si basses que le lac Michigan gela entièrement pour la première fois depuis une génération. Les ouvriers des brasseries se rassemblaient autour des poêles à charbon, leur souffle visible même à l'intérieur, tandis que leurs épouses luttaient pour garder leurs familles au chaud et nourries pendant les longs mois amers. C'est au cours de cet hiver isolé que les capacités d'Emma commencèrent à prendre une tournure plus sombre, bien que personne ne comprît encore ce qui se préparait. Emma avait pris l'habitude de s'asseoir près de la petite fenêtre de la cuisine, observant les voisins vaquer à leur routine quotidienne avec la même concentration intense qu'elle appliquait aux problèmes mathématiques. Elle commença à remarquer des schémas, pas seulement dans les nombres, mais dans le comportement humain. M. Kruger se rendait toujours à la brasserie par le même itinéraire, comptant exactement 247 pas, sauf le mercredi, où il empruntait un chemin différent nécessitant 284 pas. Madame Fischer étendait son linge selon une séquence précise, mais lorsque son mari travaillait tard à l'usine, elle changeait complètement l'ordre. Ces observations auraient pu être considérées comme les excentricités d'une enfant étrange, si Emma n'avait pas commencé à les exprimer à voix haute d'une manière qui mettait les adultes de plus en plus mal à l'aise. La transformation de la curiosité en peur débuta un matin gris de février 1873. Emma était assise à la table de la cuisine, mangeant méthodiquement son petit déjeuner pendant que sa mère préparait le déjeuner de son père, lorsqu'elle leva soudain les yeux et déclara « Monsieur Dietrich ne rentrera pas de la brasserie aujourd'hui. Il mourra exactement à 14 minutes après 2 heures. » Greta faillit laisser tomber la gamelle en fer blanc qu'elle tenait. « Emma, mon Dieu, quelle chose terrible à dire. Pourquoi penserais-tu une chose pareille ?» Les yeux gris d'Emma restèrent fixés sur le visage de sa mère avec cette intensité troublante. Il boit dans la petite bouteille brune depuis 17 jours. Hier, il a bu 3 fois plus que d'habitude. Ses pas étaient irréguliers, 251 au lieu de ses 244 habituels. Quand les gens modifient leur schéma de plus de 10%, quelque chose de significatif se produit dans les 72 heures. Le schéma de M. Dietrich a changé de 12%. Le calcul est simple. Heinrich, qui enfilait son lourd manteau de laine, s'arrêta net et fixa sa fille. Johann Dietrich buvait effectivement, mais pas plus que la moitié des hommes du quartier allemand. L'idée qu'Emma comptait ses pas et surveillait sa consommation d'alcool était déjà dérangeante, mais sa certitude mathématique calme concernant sa mort leur glaça le sang d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'hiver du Wisconsin. « Tu ne dois pas dire de telles choses, Emma, » dit Heinrich fermement. « Ce n'est pas convenable pour une enfant de parler de la mort. » Emma hocha simplement la tête et reprit son petit déjeuner, tandis que ses parents échangèrent des regards inquiets au-dessus de sa tête penchée. Ils s'étaient habitués aux observations inhabituelles de leur fille, mais cela semblait différent, plus sombre, plus précis que ses déclarations mathématiques habituelles. À exactement 14 minutes après 2 heures cet après-midi-là, Johann Dietrich s'effondra dans la salle de Malte de la brasserie. La cause officielle du décès fut une insuffisance cardiaque due à ce que le docteur Mayer détermina être un empoisonnement chronique à l'alcool. Les ouvriers qui le découvrirent notèrent qu'il se comportait étrangement depuis des semaines, buvant plus que d'habitude et montrant des signes d'anxiété sévère. Mais ce qui les troubla le plus fut le moment exact. La prédiction d'Emma Richter avait été précise à la minute près. La nouvelle de la sombre prophétie d'Emma se répandit dans le quartier allemand comme la fumée d'un feu de cheminée. Certains parlèrent de coïncidence, mais d'autres se souvenaient de la fillette pâle aux yeux calculateurs et commencèrent à se demander ce qu'elle avait pu observer d'autre durant ces longues vigies silencieuses à la fenêtre de la cuisine. La famille Richter devint l'objet de conversations murmurées et de regards en coin lorsqu'elle se rendait à l'église ou au marché. Le père Koller, qui avait autrefois loué les dons d'Emma comme divins, semblait désormais moins sûr. Lorsque Heinrich l'aborda après la messe dominicale pour lui demander conseil au sujet de la prédiction troublante de sa fille, l'attitude joviale du prêtre avait laissé place à une inquiétude palpable. « Heinrich, mon ami, » dit le père Koller, son accent bavarois chargé d'angoisse. « Peut-être serait-il préférable que la jeune Emma passe moins de temps à observer les voisins et davantage à prier. Le Seigneur nous accorde des dons, oui, mais parfois, le diable peut détourner même les capacités les plus innocentes vers des desseins plus sombres. » Cette suggestion troubla profondément Heinrich. Il avait toujours été un homme pragmatique, plus attaché à la science du brassage qu'au mystère de la foi.
Mais même lui ne pouvait ignorer l'exactitude inquiétante de la prédiction d'Emma. Ce soir-là, il fit asseoir sa fille pour une conversation sérieuse. « Emma, tu dois me dire la vérité. Comment savais-tu pour Monsieur Dietrich ?» Emma regarda son père avec ses immenses yeux gris, son expression aussi calme et analytique que toujours. « J'observe, je compte, je me souviens. Le comportement de Monsieur Dietrich a changé de manière prévisible. Lorsqu'une personne augmente sa consommation d'alcool de 37% sur une période de 17 jours, tout en réduisant simultanément son apport alimentaire d'environ 20%, le stress cardiaque devient inévitable. J'ai calculé le moment le plus probable de la défaillance en fonction de son âge, de son poids et des symptômes observés. » Heinrich sentit le sang se glacer dans ses veines. Sa fille de 11 ans parlait comme un médecin ou comme quelque chose de bien plus troublant. « Mais Emma, comment pouvais-tu connaître tous ces détails sur ce que M. Dietrich mangeait et buvait ?» demanda Heinrich. « J'observe tout, papa. Chaque jour, chaque personne, chaque schéma. » La voix d'Emma demeurait factuelle, mais quelque chose dans son regard mit Heinrich profondément mal à l'aise. « Veux-tu que je te parle des autres calculs que j'ai faits ?» Heinrich secoua rapidement la tête. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille avait calculé d'autre au sujet de la vie et de la mort de leurs voisins. Mais lorsqu'il borda Emma ce soir-là, il ne parvint pas à se défaire de l'impression que sa famille se tenait au bord de quelque chose de bien plus sombre qu'une simple curiosité mathématique. La neige de février continuait de tomber à l'extérieur de leur petite maison, étouffant les sons du quartier allemand et créant un monde isolé où les secrets pouvaient être dissimulés et les observations menées sans être détectées. Emma reposait tranquillement dans son lit étroit, son esprit mathématique traitant les données de la journée et calculant des probabilités qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait être capable de comprendre, et encore moins souhaiter connaître. Dans les semaines qui suivirent la mort de Johann Dietrich, l'atmosphère du quartier allemand de Milwaukee changea, telle une bourrasque venant du lac Michigan. Emma poursuivit ses observations quotidiennes. Mais désormais, ses parents la regardaient avec une inquiétude grandissante, tandis qu'elle restait assise près de la fenêtre de la cuisine, ses yeux gris suivant les mouvements des voisins avec une précision mécanique. L'enfant qui avait autrefois été leur fierté était devenu une source d'angoisse silencieuse et profonde. La communauté brassicole était soudée par nécessité. Les hommes dépendaient les uns des autres pour le travail, leurs épouses pour la compagnie durant les longs hivers, et leurs enfants jouaient ensemble dans les rues étroites entre les bâtiments de briques rouges. Mais Emma n'avait jamais réellement trouvé sa place dans ce tissu social. Tandis que les autres enfants jouaient et racontaient des histoires, elle préférait rester seule, à compter, à calculer, à observer le monde qui l'entourait avec cette intensité troublante. Greta commença à remarquer que les observations d'Emma devenaient plus détaillées et plus dérangeantes. L'enfant mentionnait parfois, avec désinvolture, que Madame Weber rencontrait secrètement Monsieur Kellner derrière la brasserie tous les mardis après-midi depuis 6 semaines, ou que la famille Schneider enterrait quelque chose dans son jardin chaque dimanche après l'église. Lorsque Greta lui demandait comment elle pouvait savoir de telles choses, Emma expliquait simplement qu'elle avait observé les schémas et calculé les probabilités. « Les gens pensent qu'ils sont discrets, » dit Emma un matin de mars en beurrant méthodiquement son pain. « Mais ils suivent des schémas, tout comme les nombres. Madame Weber dit toujours à son mari qu'elle rend visite à sa sœur le mardi après-midi, mais elle parcourt 127 pas jusqu'à la maison de Monsieur Kellner, au lieu des 349 pas nécessaires pour aller chez sa sœur. Les Schneider enterrent des objets enveloppés de tissu à exactement 73 cm d'intervalle, selon une disposition en grille. Ils croient que personne ne regarde, mais moi, je regarde toujours. Heinrich en avait entendu assez. Ce soir-là, après qu'Emma se fût endormie, il parla sérieusement avec sa femme du comportement de plus en plus inquiétant de leur fille. « Greta, cela ne peut pas continuer. Emma devient contre nature. Les enfants ne devraient pas observer ce genre de choses, et encore moins en parler avec autant de froideur. » Greta acquiesça, les mains tremblantes, tandis qu'elle reprenait l'une des chemises de travail de Heinrich. « J'ai peur, Heinrich. Pas d'Emma, mais de ce que les gens vont penser. Les voisins nous regardent déjà étrangement. Madame Brennan a traversé la rue hier quand elle m'a vu arriver, et le père Collet ne nous a pas rendu visite depuis la mort de Johann. Leurs craintes se révélèrent fondées lorsque, 3 jours plus tard, Emma fit une nouvelle annonce mathématique. Elle aidait sa mère à préparer le dîner lorsqu'elle s'arrêta soudain d'éplucher les pommes de terre et leva les yeux avec cette expression calculatrice familière. «
Madame Weber sera découverte demain matin à 11 heures. Son mari la trouvera avec Monsieur Kellner dans le bureau de la brasserie. Il y aura de la violence. Greta laissa tomber son couteau d'office. Emma, non, tu ne dois pas dire de telles choses. Mais Emma poursuivit avec la même certitude mathématique qu'elle appliquait à ses leçons d'arithmétique. Madame Weber arrive à la brasserie 7 minutes plus tôt chaque semaine depuis 6 semaines. Monsieur Kellner reste 33 minutes de plus chaque jour. Demain, Monsieur Weber rentrera de sa tournée de livraison 47 minutes plus tôt, car son cheval développe une boiterie à l'antérieur gauche. J'ai observé la détérioration de son allure depuis 11 jours. La convergence de ces 3 variables rend la découverte inévitable. Heinrich, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, sentit sa poitrine se serrer de terreur. Sa fille ne se contentait pas d'observer leurs voisins. Elle prédisait leur avenir avec une exactitude terrifiante. « Emma, comment sais-tu pour le cheval de Monsieur Weber ?» demanda Heinrich. « Je compte ses pas quand il passe devant notre maison. Le 1er mars, il favorisait sa patte droite dans 53% des cas. Aujourd'hui, c'est 68%. Demain, la boiterie sera suffisamment prononcée pour ralentir la tournée de livraison de 47 minutes, ce qui obligera M. Weber à rentrer plus tôt. Le lendemain se déroula exactement comme Emma l'avait calculé. Wilhelm Weber découvrit sa femme, Anna, dans une position compromettante avec le propriétaire de la brasserie, Ernst Kellner. La confrontation qui s'ensuivit laissa Kellner avec le nez cassé et 3 côtes fêlées, tandis qu'Anna fut battue si violemment que le docteur Müller dut être appelé. Le scandale ébranla la communauté allemande soudée. Mais ce qui troubla encore davantage les habitants fut la prise de conscience croissante que la petite Emma Richter avait, d'une manière ou d'une autre, prédit toute la séquence des événements. La rumeur se répandit rapidement dans le quartier. La fillette pâle à l'esprit mathématique avait non seulement prédit la mort de Johann Dietrich, mais aussi anticipé le scandale Weber-Kellner avec une précision glaçante. Les gens commencèrent à chuchoter à propos de cet enfant étrange qui restait assise à sa fenêtre, observant, calculant et semblant savoir des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. La famille Richter se retrouva de plus en plus isolée. D'anciens amis les évitaient à l'église. Les enfants avaient interdiction de jouer près de leur maison, et même les commerçants du quartier allemand commencèrent à les traiter avec une suspicion à peine dissimulée. La position de Heinrich à la brasserie devint précaire. Ses collègues le regardaient avec malaise, et Ernst Kellner, encore en convalescence après son passage à tabac, fit clairement comprendre que la famille Richter n'était plus la bienvenue aux événements sociaux de l'entreprise. Mais Emma semblait inconsciente de l'hostilité croissante qui l'entourait. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, son esprit mathématique traitant les données et calculant les probabilités avec une précision mécanique. Elle commença à tenir un journal en cuir, en remplissant les pages de chiffres, de dates et d'observations que ses parents n'osèrent pas lire. La vue de leur fille de 11 ans penchée sur ses calculs, écrivant des colonnes ordonnées de chiffres, les remplissait d'une peur qu'ils ne pouvaient nommer. À mesure que l'hiver cédait la place au printemps, l'isolement s'accentua. Le quartier allemand, qui avait autrefois semblé être un foyer accueillant, paraissait désormais hostile et menaçant. Heinrich commença à envisager l'impensable. Quitter Milwaukee, abandonner la vie qu'ils avaient construite et recommencer ailleurs, loin des murmures, de la peur et de l'exactitude terrifiante des prédictions de leur fille. Mais Emma n'en avait pas terminé avec ses calculs. Le pire restait à venir, et son esprit mathématique avait déjà commencé à traiter les données qui mèneraient aux secrets les plus sombres de tous. Lorsque le mois d'avril arriva à Milwaukee, apportant avec lui les premières douceurs après l'hiver brutal, le journal d'Emma s'épaissit encore de ses notations précises. Le carnet relié de cuir était devenu son compagnon constant, et elle en remplissait les pages de calcul de plus en plus complexes, allant bien au-delà des mathématiques élémentaires. Ses parents apercevaient parfois des graphiques retraçant des schémas de comportement humain, des tableaux de suite numériques qu'ils ne comprenaient pas, et des cartes détaillées du quartier allemand, marquées de symboles et de mesures. La peur qu'inspirait Emma à la communauté commença à se manifester de manière plus concrète. Les enfants avaient interdiction de passer devant la maison des Richter. Les commerçants servirent la famille rapidement et sans conversation, et même le père Kohler avait commencé à limiter ses interactions avec eux aux seuls offices religieux formels. Mais l'isolement d'Emma semblait ne faire qu'aiguiser ses capacités d'observation, comme si l'absence de distraction sociale normale permettait à son esprit singulier de se concentrer encore davantage sur les schémas mathématiques
qu'elle percevait dans le comportement humain. Le docteur Friedrich Müller, le médecin de la communauté, était devenu de plus en plus curieux à propos des capacités d'Emma. Contrairement aux murmures superstitieux des voisins, le docteur Müller abordait la situation avec un intérêt scientifique. Il avait étudié la médecine à Berlin avant d'émigrer en Amérique et avait déjà rencontré, dans sa pratique, des cas de capacités mentales inhabituelles. Lorsque Heinrich Richter l'approcha en privé pour lui demander un avis médical sur l'état de sa fille, le docteur Müller accepta d'examiner Emma. L'examen eut lieu un jeudi matin pluvieux dans le cabinet du docteur Müller, situé au-dessus de la pharmacie de Water Street. Emma se soumit aux questions et aux tests du médecin avec la même précision mathématique qu'elle appliquait à tout le reste, répondant à chaque interrogation avec une exactitude détaillée, tandis que ses yeux gris demeuraient fixés sur un calcul invisible. « Emma, » dit le docteur Müller dans son anglais teinté d'accent, « ton père m'a dit que tu pouvais prédire quand certains événements allèrent se produire. Peux-tu m'expliquer comment tu fais cela ?» Emma regarda le médecin avec cette intensité troublante. « J'observe des schémas et je calcule des probabilités à partir de données comportementales établies. Les gens croient que leurs actions sont aléatoires, mais ils suivent des séquences mathématiques. Lorsque j'ai suffisamment de points de données, je peux prédire le comportement futur avec une grande précision. » Le docteur Müller se pencha en avant, intrigué malgré lui. « Peux-tu me donner un exemple ?» Emma consulta son journal, feuilletant des pages couvertes de notations numériques soigneusement ordonnées. Madame Brennan pense garder un secret, mais son schéma est assez évident. Chaque mardi et chaque vendredi depuis 8 semaines, elle s'est rendue à l'église exactement à 15h15. Mais au lieu d'entrer pour prier, elle continue jusqu'au presbytère et y reste précisément 43 minutes. Le schéma du père Collet a également changé. Il achète davantage de cierges et de vin, et la durée de ses prières du soir s'est allongée en moyenne de 17 minutes, les mardis et vendredis. La corrélation est statistiquement significative. Le souffle du docteur Müller se coupa net. Les implications de ce qu'Emma suggérait à propos du prêtre et de la veuve étaient suffisamment scandaleuses en elles-mêmes, mais la manière méthodique dont elle avait consigné ses observations était profondément troublante. « Emma, depuis combien de temps observes-tu les gens de cette façon ?» demanda-t-il. « Toujours, » répondit Emma simplement. « Depuis que je suis toute petite, mais je n'ai commencé à faire des calculs qu'après avoir appris les mathématiques. C'est à ce moment-là que les schémas sont devenus plus clairs. » Après l'examen, le docteur Müller s'entretint en privé avec Heinrich et Greta Richter. Sa formation médicale lui indiquait que l'état d'Emma était d'ordre neurologique plutôt que surnaturel, mais il n'avait aucun cadre de référence pour comprendre pleinement ce qu'il avait observé. « L'esprit de votre fille fonctionne différemment de celui des autres enfants, » expliqua-t-il. « Elle traite l'information d'une manière presque mécanique. À mon avis, il s'agit d'une condition médicale, pas de ce que les gens racontent. » Mais même la perspective scientifique du docteur Müller ne parvint pas à dissiper la peur croissante entourant les prédictions d'Emma. 2 jours après l'examen, Emma fit une nouvelle annonce calculée. Il y aura un incendie à la maison des Zimmermann dimanche soir. Il commencera à 20h47 et se propagera à 3 bâtiments adjacents avant que la brigade de pompiers volontaires ne puisse intervenir. Monsieur Zimmermann ne survivra pas. Heinrich ressentit le frisson familier qui accompagnait désormais chaque prédiction de sa fille. « Emma, tu ne dois pas dire de telles choses. Comment pourrais-tu savoir qu'il y aura un incendie ?» Emma consulta son journal. « Monsieur Zimmermann boit de l'huile de lampe mélangée à du whisky depuis 12 jours. Je l'ai observé acheter ces 2 produits en quantité supérieure à un usage domestique normal. Sa femme est partie à Chicago hier pour rendre visite à sa sœur, ce qui correspond au schéma des épouses quittant le foyer avant des incidents domestiques majeurs. » Elle marqua une pause, puis ajouta « La cheminée de leur maison présente des dommages structurels que j'ai calculés à partir de l'angle d'émission de la fumée et du schéma des dépôts de suie. La probabilité d'un incendie est de 93%. » Greta se mit à pleurer doucement. La manière clinique dont Emma évoquait une tragédie potentielle, comme si la souffrance humaine n'était qu'un problème mathématique de plus à résoudre, l'effrayait davantage que n'importe quelle explication surnaturelle. C'était son enfant, et pourtant, elle ne reconnaissait plus la froide précision de sa voix, ni la manière mécanique dont Emma traitait la douleur humaine. Heinrich prit alors une décision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Heinrich décida d'avertir Franz Zimmermann de la prédiction d'Emma, espérant qu'une action préventive pourrait sauver une vie et peut-être démontrer que les calculs de sa fille
pouvait servir à faire le bien plutôt qu'à annoncer uniquement des catastrophes. Il trouva Zimmerman à la brasserie le samedi soir, titubant sous l'effet de l'alcool, empestant l'huile de lampe qu'Emma avait mentionnée. L'avertissement de Heinrich fut accueilli par des rires agressifs et des plaisanteries grossières à propos de « l'enfant du diable qui croit tout savoir ». Mais quelque chose dans le désespoir de Heinrich sembla percer le brouillard alcoolisé de Zimmerman, car celui-ci promit d'être particulièrement prudent avec les lampes. Le dimanche soir arriva avec une chaleur inhabituelle et un vent sec venant de l'ouest. À exactement 20h47, des flammes jaillirent de la maison Zimmerman. L'incendie se propagea avec une rapidité terrifiante, consumant non seulement le bâtiment d'origine, mais aussi 3 maisons adjacentes avant que la brigade de pompiers volontaires ne puisse intervenir efficacement. Le corps de Bran Zimmerman fut retrouvé dans sa cuisine, où il était apparemment tombé en tentant d'éteindre des flammes qui s'étaient propagées bien au-delà de sa capacité de contrôle. L'exactitude de la prédiction d'Emma, jusqu'à la minute près, envoya une onde de choc à travers le quartier allemand. La tentative de Heinrich d'avertir Zimmerman avait été observée par plusieurs ouvriers de la brasserie, et la rumeur se répandit rapidement qu'Emma avait prédit non seulement l'incendie, mais aussi son heure exacte et ses conséquences. L'inquiétude de la communauté se transforma en peur ouverte, et la famille Richter se retrouva totalement ostracisée. Mais pour Emma, l'incendie n'était qu'un point de données supplémentaire à consigner dans son journal. Elle nota la corrélation entre sa prédiction et l'événement réel, ajusta ses calculs en fonction des variables observées et commença à traiter de nouveaux schémas avec la même précision mécanique qui avait rendu sa prédiction possible. Le plus troublant était qu'elle n'en avait pas terminé avec ses calculs. Les jours qui suivirent l'incendie de la maison Zimmerman transformèrent le quartier allemand en un lieu de peur murmurée et de regards en coin. La prédiction d'Emma avait été trop précise, trop détaillée et trop exacte pour être rejetée comme une simple coïncidence. 3 familles, les Braun, les Collas et les Steiner, avaient perdu leur maison dans l'incendie, et la communauté peinait à reloger les familles déplacées tout en tentant de comprendre la réalité troublante des prophéties mathématiques d'Emma. Heinrich découvrit que sa position à la brasserie était devenue intenable. Ses collègues l'évitaient. Les conversations s'interrompaient lorsqu'il entrait dans une pièce, et Ernst Kellner, portant encore les marques de l'agression de Wilhelm Weber, fit clairement comprendre que la présence de la famille Richter n'était plus la bienvenue lors des événements sociaux liés aux brasseries. La précision mathématique des prédictions d'Emma avait transformé leur fille, autrefois perçue comme une curiosité, en quelque chose que la communauté craignait de nommer. Emma elle-même semblait inconsciente de l'hostilité croissante qui l'entourait. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, remplissant page après page son journal en cuir de calcul de plus en plus complexe et inquiétant. Elle avait commencé à élaborer ce qui ressemblait à des matrices de probabilité, suivant simultanément de multiples variables et générant des prédictions s'étendant sur plusieurs semaines. Greta se surprenait à avoir peur de regarder le journal de sa fille, terrifiée à l'idée de découvrir quel calcul Emma pourrait faire au sujet de leur propre famille ou de leurs voisins. L'enfant qui avait autrefois été sa plus grande joie était devenu une source d'angoisse constante. Les discussions factuelles d'Emma sur les tragédies humaines, ses observations cliniques sur les comportements les plus intimes des gens et son traitement mécanique d'informations qui aurait dû susciter des réactions émotionnelles, contribuaient tous à l'impression croissante que quelque chose de fondamental avait été perdu ou endommagé dans l'esprit de sa fille. Le point de rupture survint un mardi matin de la fin avril. Emma était assise à sa place habituelle près de la fenêtre de la cuisine, observant l'activité de la rue avec son intensité caractéristique, lorsqu'elle leva soudain les yeux vers sa mère avec ses yeux gris calculateurs. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas dans le schéma aujourd'hui. » Greta, qui préparait le pain pour la cuisson, sentit ses mains se mettre à trembler. « Que veux-tu dire, Emma ?» Emma consulta son journal, feuilletant avec aisance des pages de notation numérique. Chaque mardi depuis 11 semaines, Madame Brennan se rend au presbytère exactement à 15h15. Mais aujourd'hui, elle a quitté sa maison à 14h47 et s'est dirigée vers la rivière. Son comportement indique une détresse importante. La longueur de ses pas a diminué de 12% et son rythme respiratoire était irrégulier. Cela suggère qu'elle projette quelque chose de définitif. La manière clinique dont Emma évoquait les intentions suicidaires apparentes de Madame Brennan remplit Greta d'horreur. « Emma, tu ne dois pas parler de choses pareilles. Madame Brennan est une bonne femme,
Elle ne ferait jamais cela. La probabilité mathématique est de 87%, interrompit Emma sur le même ton qu'elle aurait utilisé pour parler de la météo. Les personnes qui modifient brutalement des schémas comportementaux établis tout en présentant des signes physiques de détresse prennent généralement des décisions irréversibles dans les 4 heures suivant le changement. Le schéma de Madame Brennan a changé il y a 43 minutes. Greta sentit le monde vaciller autour d'elle. La réalisation que sa fille de 11 ans prédisait calmement le suicide d'une voisine avec une précision mathématique dépassait ce qu'elle pouvait supporter. Elle laissa tomber sa pâte à pain et courut chercher Heinrich dans le petit jardin derrière la maison, où il tentait de trouver un semblant de normalité en préparant la terre pour les plantations de printemps. « Heinrich, tu dois venir tout de suite. Emma dit que Madame Brennan va se faire du mal. Nous devons faire quelque chose. » Heinrich vit la terreur sur le visage de sa femme et ressentit cette peur familière, devenue leur compagne constante. Ils trouvèrent Emma toujours assise près de la fenêtre, ajoutant de nouvelles notations dans son journal, comme si elle consignait une observation scientifique plutôt que de prédire une tragédie humaine. « Emma, dis-moi exactement ce que tu as observé à propos de Madame Brennan, » demanda Heinrich. Emma leva les yeux de ses calculs. Elle s'est écartée de son schéma habituel du mardi de 28 minutes. Ces indicateurs physiques suggèrent une détresse émotionnelle sévère. Sur la base des données historiques concernant les perturbations de schémas comportementaux, la probabilité d'automutilation est de 87%, avec un pic de probabilité entre 17h et 19h ce soir. Heinrich prit alors une décision qui révélait à la fois son désespoir et son acceptation croissante des capacités d'Emma. Il quitta immédiatement la maison et partit à la recherche de Margaret Brennan, suivant l'itinéraire vers la rivière qu'Emma avait indiqué. Il trouva la veuve âgée debout sur le quai où s'amarraient les bateaux de pêche, fixant l'eau sombre avec une expression de profond désespoir. « Madame Brennan » appela Heinrich doucement, s'approchant avec précaution pour ne pas l'effrayer. « Est-ce que tout va bien ?» La vieille femme se tourna vers lui, les yeux rougis par les larmes. « Heinrich, que faites-vous ici? J'étais inquiet pour vous. Vous sembliez troublé ces derniers temps. » Le visage de Madame Brennan se décomposa. « Je n'en peux plus, Heinrich. La honte, les murmures, le fait de savoir que tout le monde connaît ma faiblesse. Le père Colère dit que c'est un péché, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour lui. Mieux vaut en finir que de vivre avec cette disgrâce. » Heinrich comprit avec une horreur grandissante que les observations d'Emma concernant Madame Brennan et le père Colère étaient exactes, et que la vieille femme envisageait bel et bien le suicide, plutôt que d'affronter le scandale. Il passa les 2 heures suivantes à convaincre Margaret Brennan de s'éloigner de la rivière, lui expliquant que la honte ne valait pas la peine de mourir, et que le jugement de la communauté finirait par s'estomper. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Emma en train de faire ses dernières notations dans son journal. « Madame Brennan n'a pas mis son plan à exécution, » observa-t-elle cliniquement. « L'intervention a modifié le calcul de probabilité. Je devrais ajuster mes variables pour les prédictions futures, impliquant une interférence de tiers. » Heinrich fixa sa fille avec incrédulité. Emma avait observé et calculé une tentative de suicide avant même qu'elle ne se produise. Et maintenant, elle traitait son intervention comme un simple point de données à intégrer dans ses modèles mathématiques. La prise de conscience que sa fille de 11 ans ne se contentait pas de prédire des événements tragiques, mais étudiait la souffrance humaine avec un détachement scientifique, l'empli d'une horreur qu'il ne pouvait nommer. Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement dans son lit étroit, Heinrich et Greta prirent une décision qui changerait leur vie à jamais. Ils ne pouvaient plus continuer à vivre à Milwaukee. Les capacités d'Emma, quelles qu'elles fussent, rendèrent leur existence dans le quartier allemand impossible. Plus troublant encore était le sentiment croissant que leur fille n'observait et ne calculait plus seulement le comportement humain, mais semblait perdre tout contact avec la réalité émotionnelle des tragédies qu'elle prédisait. Ils commencèrent à élaborer discrètement des plans pour quitter le Wisconsin, afin de trouver un endroit où Emma pourrait vivre sans être crainte, et où son esprit inhabituel pourrait trouver une autre voie. Mais Emma n'en avait pas terminé avec ses calculs, et les révélations les plus troublantes restaient à venir. Alors que Heinrich restait éveillé cette nuit-là, écoutant les sons du quartier allemand s'apaiser dans le sommeil, il ne parvenait pas à se défaire de l'impression que l'esprit mathématique de sa fille avait mis au jour des secrets bien plus profonds que de simples adultères ou tentatives de suicide. La précision de ses observations, la froideur clinique avec laquelle elle évoquait la tragédie humaine
et la complexité croissante de ses calculs suggéraient qu'Emma observait et consignait bien plus que quiconque ne l'imaginait. Et le plus terrifiant était qu'elle continuait à calculer. La révélation qui exposerait le secret le plus sombre du quartier allemand de Milwaukee survint le 1er jour de mai 1873. Emma remplissait son journal de calcul de plus en plus complexe, élaborant des tableaux sophistiqués retraçant les mouvements et les comportements de pratiquement tous les adultes de la communauté. Ses parents avaient commencé à faire leur bagage en prévision d'un départ imminent, espérant s'échapper avant que la prochaine prédiction d'Emma ne détruise davantage de vies. Mais ce matin-là, tandis que la lumière printanière inondait la cuisine, Emma fit une annonce qui ébranla les fondations mêmes de leur communauté. « Papa, dit-elle, en levant les yeux de son journal avec ses yeux gris calculateurs, je dois te montrer quelque chose d'important. Mes calculs ont révélé un schéma qui explique tout. » Heinrich, redoutant ce moment depuis des semaines, s'assit à contre-cœur en face de sa fille. Emma ouvrit son journal à une section remplie de graphiques détaillés, de cartes et de suites numériques qui ressemblaient davantage au travail d'un enquêteur chevronné qu'à celui d'une enfant de 11 ans. Depuis 26 mois, j'observe et j'enregistre les schémas comportementaux de 43 adultes de notre communauté, commença Emma avec sa précision clinique habituelle. Au départ, je pensais que ces schémas étaient des variations aléatoires, mais en analysant les données de manière systématique, j'ai découvert des corrélations indiquant une activité criminelle organisée. Le sang de Heinrich se glaça. « Emma, qu'est-ce que tu dis ?» Emma consulta ses graphiques avec la rigueur méthodique d'un professeur de mathématiques. 7 hommes de notre communauté se réunissent secrètement chaque mercredi à minuit dans le sous-sol de la brasserie Kellner. J'ai calculé leur schéma de déplacement à partir des écarts observés par rapport à leurs comportements normaux, des incohérences horaires dans leurs activités déclarées et des preuves physiques de leurs réunions. Elle désigna une carte détaillée du quartier allemand couverte de symboles et de mesures. Monsieur Steinberg dit à sa femme qu'il travaille tard le mercredi soir, mais il quitte l'usine exactement au même moment que les 6 autres hommes et se rend à la brasserie en empruntant un itinéraire évitant les rues principales. Ce schéma est constant depuis 26 mois, à l'exception de 3 cas correspondant à des maladies ou à des urgences familiales. Heinrich reconnut les noms marqués sur la carte. Wilhelm Weber, Franz Zimmermann, Hans Zimmermann, le frère d'Ernst Kellner, Otto Steinberg, Klaus Brennan, le mari décédé de Margaret jusqu'à 3 mois plus tôt, Gustav Wolf et Hermann Krüger. Emma, comment peux-tu savoir des choses aussi secrètes? J'observe tout, papa. Chaque nuit, chaque mouvement, chaque déviation par rapport aux schémas établis. Emma tourna une autre page remplie de calculs numériques. Mais les réunions ne sont pas la découverte la plus importante. Mes calculs indiquent que ces 7 hommes ont été impliqués dans un vol systématique au sein des opérations brassicoles, pour un montant estimé à 47 000 $ sur 26 mois. Les mains de Heinrich commencèrent à trembler. La somme représentait plus d'argent que la plupart des familles du quartier allemand n'enverraient jamais de toute leur vie. Comment peux-tu calculer une chose pareille? L'explication d'Emma fut livrée avec la même précision mathématique que toutes ses autres observations. J'ai remarqué des écarts entre les chiffres de production de bière déclarés et la production réelle que j'ai calculée à partir des livraisons observées, des ingrédients achetés et des schémas d'élimination des déchets. La différence indiquait un vol systématique, mais je devais identifier les responsables. Elle montra des graphiques détaillés retraçant les comportements des 7 hommes. Tous présentent des schémas cohérents de dépenses accrues ne correspondant pas à leurs revenus déclarés. M. Weber a acheté des meubles neufs pour environ 300 $. M. Steinberg a envoyé de l'argent à des proches en Allemagne. Je l'ai observé au bureau de poste à 12 reprises avec des colis trop volumineux pour une correspondance ordinaire. Le schéma est identique pour les 7. Heinrich comprit qu'il faisait face aux preuves d'une conspiration criminelle que sa fille de 11 ans avait mise au jour par une observation obsessionnelle et une analyse mathématique implacable. Mais Emma n'en avait pas terminé. Cette opération de vol nécessitait une connaissance interne de la sécurité de la brasserie et un accès aux registres financiers, poursuivit-elle. Mes calculs indiquent l'implication d'une personne de la direction. Les schémas désignent Ernst Kellner lui-même comme organisateur du réseau. Cette révélation frappa Heinrich comme un coup physique. Ernst Kellner, le propriétaire de la brasserie qui les avait progressivement exclus de la communauté, serait le cerveau d'un vaste système de détournement impliquant 7 hommes du quartier. Emma, ce sont des accusations extrêmement graves. Es-tu certaine de tes calculs?
Emma consulta son journal une dernière fois. La probabilité mathématique est de 96%. Mais papa, il y a autre chose. Quelque chose qui explique pourquoi M. Kellner essaie d'isoler notre famille. La poitrine de Heinrich se serra. Que veux-tu dire? M. Kellner sait que j'observe tout. Il m'a observé en train de l'observer. Il y a 3 semaines, il est venu 2 fois devant notre maison la nuit et est resté dehors 17 minutes à chaque fois, comme s'il calculait si j'avais découvert son secret. Son comportement indique qu'il soupçonne que je connais l'existence de l'opération de vol. La réalisation que les capacités mathématiques d'Emma n'avaient pas seulement révélé une conspiration criminelle, mais avait aussi fait d'elle une cible, remplit Heinrich d'une terreur sans précédent. Les observations obsessionnelles de sa fille avaient exposé des secrets que des hommes puissants seraient prêts à tuer pour protéger. Emma referma son journal et regarda son père avec ses yeux gris, troublants. « Papa, mes calculs indiquent que nous sommes en grand danger. Monsieur Kellner et les autres ne peuvent pas me laisser continuer à observer. La probabilité qu'ils agissent contre notre famille est de 84%, avec un pic dans les 72 prochaines heures. » Heinrich comprit alors que la dernière prédiction d'Emma ne concernait ni un incendie, ni un suicide, ni un adultère, mais la survie même de leur famille. Ce soir-là, Heinrich prit une décision qui leur sauva la vie. À l'aide des preuves détaillées qu'Emma avait compilées dans son journal, il contacta le docteur Müller à la faveur de l'obscurité et lui révéla les découvertes de sa fille. Le médecin, déjà troublé par les capacités inhabituelles d'Emma, fut stupéfait par la précision mathématique de son enquête criminelle. « Heinrich, si ce qu'Emma a calculé est exact, nous sommes face à la plus grande opération de détournement de l'histoire de Milwaukee, » murmura le docteur Müller en examinant le journal à la lueur d'une lampe. « Mais surtout, si Kellner soupçonne qu'Emma sait, votre famille est en danger de mort. » Le docteur Müller accepta de les aider à quitter Milwaukee immédiatement. Grâce à ses contacts médicaux, il obtint pour Heinrich une offre d'emploi d'urgence dans une brasserie du Minnesota, fournissant une couverture crédible à leur départ soudain. Ils quitteraient la ville cette même nuit, avant que la prédiction des 72 heures d'Emma ne puisse se réaliser. Alors que la famille Richter chargeait ses maigres possessions dans la charrette du docteur Müller sous le couvert de l'obscurité, Emma fit une dernière observation qui entrait Heinrich pour le reste de sa vie. « Papa, dans environ 6 mois, l'opération de vol sera découverte par d'autres moyens. Monsieur Kellner sera traduit en justice, mais 3 des 7 hommes ne survivront pas à l'enquête. Les probabilités mathématiques sont très claires. » Heinrich frissonna en installant sa fille dans la charrette. Même en fuyant pour sauver leur vie, Emma continuait à calculer les conséquences futures de la conspiration qu'elle avait révélée. Sa prédiction s'avéra exacte dans tous ses détails. À l'hiver suivant, une enquête fédérale mit au jour le réseau de détournement. Ernst Kellner fut arrêté et condamné, et 3 de ses complices moururent dans des circonstances suspectes qui ne furent jamais totalement élucidées. Mais lors de cette sombre nuit de mai 1873, alors que leur charrette roulait dans les rues endormies du quartier allemand de Milwaukee, Heinrich ne pouvait penser qu'à la façon dont l'esprit mathématique extraordinaire de sa fille avait à la fois sauvé leur vie et détruit le seul foyer qu'ils aient jamais connu en Amérique. La famille Richter disparut de Milwaukee aux premières heures du 2 mai 1873, ne laissant derrière elle que des récits murmurés et des questions sans réponse. Le docteur Müller déclara qu'ils avaient reçu une convocation familiale urgente, les rappelant en Bavière. Mais ceux qui prirent la peine de vérifier constatèrent qu'aucun registre de passagers ne confirmait leur départ d'Amérique. Ce que les habitants du quartier allemand n'apprirent jamais, c'est que Heinrich, Greta et Emma Richter s'étaient en réalité rendus au Minnesota, où Heinrich trouva un emploi dans une petite brasserie de la ville de New Ulm. Le docteur Müller jura de garder leur localisation secrète, conscient que les capacités mathématiques d'Emma feraient toujours d'elle une cible pour ceux qui craignaient la révélation de leurs secrets. À New Ulm, la famille Richter tenta de se construire une nouvelle vie, loin des murmures et des peurs qui les avaient chassés de Milwaukee. Heinrich retrouva dans son travail à la brasserie une forme de normalité, tandis que Greta essayait lentement de reconstruire les routines domestiques brisées par les prédictions troublantes d'Emma. Mais Emma, elle, demeura inchangée. Son esprit mathématique continuait d'observer, de calculer et d'enregistrer les schémas du comportement humain avec la même précision mécanique qui l'avait rendu à la fois célèbre et redouté. Le docteur Müller entretint une correspondance avec la famille pendant plusieurs mois
signalant qu'Emma avait commencé à travailler avec un professeur de mathématiques d'un collège voisin, fasciné par ses capacités inhabituelles. Le professeur, un immigrant allemand nommé Dr Hermann Weiss, aborda la condition d'Emma d'un point de vue scientifique plutôt que surnaturel, l'aidant à comprendre et à canaliser ses talents d'observation d'une manière qui pourrait s'avérer bénéfique plutôt que destructrice. La révélation la plus marquante survint en novembre 1873, lorsque le docteur Müller reçut une lettre de Heinrich contenant la dernière prédiction d'Emma concernant l'opération de vol à Milwaukee. Comme elle l'avait calculé avec une précision mathématique implacable, les enquêteurs fédéraux avaient bien découvert la conspiration de Kellner. Ernst Kellner fut arrêté et condamné pour avoir détourné plus de 50 000 $ de plusieurs brasseries. Wilhelm Weber, principal complice de Kellner, fut retrouvé mort chez lui dans des circonstances officiellement qualifiées de suicide, mais que beaucoup soupçonnaient bien plus sinistres. Otto Steinberg et Hermann Krüger moururent également dans les semaines suivant la conclusion de l'enquête. Steinberg dans ce qui sembla être un accident lié à l'ivresse, et Krüger d'une crise cardiaque soudaine que le docteur Müller jugea étrangement similaire aux symptômes de certains poisons. L'analyse mathématique d'Emma concernant la conspiration criminelle s'était révélée exacte dans les moindres détails, y compris sa prédiction selon laquelle tous les conspirateurs ne survivraient pas à la révélation de leurs crimes. La précision de ces calculs, même effectués à des centaines de kilomètres de distance et des mois à l'avance, confirma ce que Heinrich avait fini par comprendre au sujet des capacités extraordinaires et terrifiantes de sa fille. Le quartier allemand de Milwaukee se remit lentement du scandale et des tragédies de 1873. L'enquête sur le vol dans les brasseries attira une attention indésirable des autorités fédérales, mais elle mit également au jour un niveau de corruption qui minait silencieusement la communauté depuis des années. De nouvelles familles s'installèrent dans les maisons laissées vacantes par la mort et les départs, et la communauté soudée se reconstruisit progressivement sur des bases plus honnêtes. Mais l'histoire d'Emma Richter, la fillette pâle aux yeux gris calculateurs, capable de prédire la mort et de révéler des secrets par l'observation mathématique, entra dans le folklore murmuré du quartier. Les parents racontaient son histoire pour avertir leurs enfants des dangers de trop savoir, tandis que les adultes se demandaient en silence quels secrets pouvaient se cacher derrière les façades ordinaires de leurs voisins. Le père Kohler, qui avait d'abord béni les capacités d'Emma comme des dons divins, confia plus tard au docteur Müller que les prédictions mathématiques de la fillette avaient ébranlé sa foi d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il en vint à se demander si certaines formes de connaissances n'étaient pas trop dangereuses pour l'esprit humain, et si la condition d'Emma représentait une bénédiction ou une malédiction infligée à leur communauté. La dernière mention d'Emma Richter dans les archives historiques apparaît dans une brève note des registres du département de mathématiques du collège de New Ulm en 1875. Le professeur Hermann Weiss y signalait que son élève exceptionnel avait démontré des capacités sans précédent en analyse statistique et en prédiction comportementale, mais que sa famille avait décidé de déménager une fois de plus pour des raisons personnelles. Après cette mention, Emma Richter disparut de l'histoire aussi complètement qu'elle s'était évanouie de Milwaukee lors de cette nuit sombre de mai 1873. Ce qu'il advint de la fillette capable de calculer le comportement humain avec une précision mathématique demeure inconnu. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que des familles, comme les Richter, ayant des enfants dotés de capacités inhabituelles, maintenaient volontairement leur anonymat afin de se protéger à la fois de l'exploitation scientifique et de la persécution communautaire. L'histoire d'Emma représente l'un des rares cas documentés où de telles capacités ont été consignées avec suffisamment de détails pour en comprendre l'ampleur et les implications. Ce mystère nous rappelle que l'esprit humain demeure l'une de nos plus grandes énigmes, capable de développer des facultés extraordinaires qui défient notre compréhension de l'intelligence, de l'observation et de la prédiction. En 1873, l'approche mathématique d'Emma Richter du comportement humain était perçue comme divine ou démoniaque. Mais la science moderne reconnaît aujourd'hui que des conditions telles que le syndrome du savant, les troubles du spectre autistique ou certaines atteintes neurologiques peuvent produire des esprits qui traitent l'information d'une manière presque surnaturelle pour ceux qui n'en comprennent pas les mécanismes. Dans un monde où nous croyons nos secrets à l'abri, l'existence d'esprits capables d'une observation et d'un calcul aussi précis nous rappelle que la vie privée n'est peut-être qu'une illusion,
et que les schémas que nous pensons dissimulés peuvent être visibles pour ceux qui savent regarder et compter.